Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de toutes mes lectures de cet hiver. Je sais qu'officiellement le printemps n'est pas encore arrivé, mais pour moi le début du mois de mars c'est la fin de l'hiver. C'est le moment où je sens que je commence à revivre. Et donc j'ai décidé de vous faire ce bilan maintenant et de ne pas attendre encore quelques semaines. De toute façon ça coïncide aussi avec la fin du Cold Winter Challenge auquel j'ai participé cette année. Challenge qui s'est terminé le dernier jour de février et pour lequel j'ai pas mal lu. Je pense que je n'ai jamais fait un aussi gros update. Jamais de la vie sur ma chaîne. Je pense que j'ai aussi très rarement autant lu en une saison. Je sais pas ce qui s'est passé cet hiver, mais c'est vrai que je suis restée... J'ai pas eu trop de vie sociale et j'ai beaucoup lu, voilà. Il y a beaucoup de ces livres que vous aurez déjà vus dans des vlogs ou dans d'autres vidéos, donc je vais essayer de passer assez rapidement sur certains titres parce que sinon on en aura pour 100 ans et j'ai pas le courage. S'il y a des titres dont j'ai déjà parlé et qui vous intéressent et sur lesquels vous aimeriez un petit peu plus de détails, je vous mettrai toutes les vidéos correspondantes en barre d'infos. Et voilà, je commence tout de suite. Je tiens juste à préciser que il n'y a que des bonnes lectures, je crois, dans cet update. Vraiment, c'était genre une saison de lecture que j'ai kiffé. J'ai fait des trop bonnes lectures et j'espère que ça va continuer comme ça parce que pour l'instant 2022 démarre en force et ça fait vraiment du bien d'être à fond comme ça dans ce que je lis et d'apprécier quasiment tout ce que je lis. Allez, c'est parti. J'ai commencé l'hiver avec Terry Pratchett, c'était le tout premier livre que je lisais enfin de ce grand auteur. J'ai lu La 8e fille qui s'inscrit donc dans les annales du Disque Monde. Ici c'est le premier tome du cycle des sorcières parce qu'il y a plusieurs cycles dans les annales du Disque Monde. Je suis pas du tout une pro, mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est de la fantaisie humoristique dans laquelle on suit la jeune Escarina qui a hérité quand elle était tout bébé de pouvoirs qui sont normalement réservés aux hommes. On est dans un univers dans lequel les hommes sont des mages, ils ont des pouvoirs assez puissants et les femmes sont des sorcières qui pratiquent la tétologie qui est quelque chose d'un petit peu moins pris au sérieux on va dire. Et Escarina va se retrouver à devoir maîtriser ces pouvoirs qui n'étaient pas faits pour elle normalement et elle va être aidée de sa grand-mère qui est donc une sorcière qui pratique la tétologie. C'est très drôle, c'est complètement satirique, c'est plutôt féministe et c'est plein d'aventures. Vraiment j'ai passé un super bon moment. C'est une lecture qui m'a fait beaucoup rire, comme j'arrête pas de le dire, et qui m'a détendue. Et en même temps c'est pas juste drôle pour être drôle puisque voilà il y a des messages qui sont quand même engagés sous couvert d'humour et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Bien sûr je continuerai les annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Je suis très contente d'avoir enfin découvert cet auteur dont tout le monde parle et que tout le monde adore. Magnifique roman graphique qui s'est retrouvé dans mes meilleures lectures de 2021 puisque je l'ai reçu à Noël. Je l'ai reçu le 24 au soir et je l'ai lu en entier le 25. 47 cordes de Timothée Le Boucher. Vous savez que je suis fan de Timothée Le Boucher. Ces jours qui disparaissent m'a bouleversée. J'ai lu Le Patient que j'ai beaucoup aimé aussi, qui était dans un style très différent. Et ici dans 47 cordes, on suit une jeune métamorphe qui est totalement obsédée par notre personnage principal, Ambroise. Ambroise qui est un jeune harpiste qui refait sa vie dans une nouvelle ville et qui est engagé dans un nouvel orchestre donc et qui est poursuivi par cette femme qui a le pouvoir de prendre la forme de n'importe qui, enfin l'apparence de n'importe qui et qui s'arrange, qui fait vraiment tout pour graviter autour d'Ambroise. Et petit à petit, elle s'immisce dans sa vie en prenant l'apparence de différentes personnes, au point où c'en est vraiment suffocant parce qu'on se dit mais en fait tout l'entourage d'Ambroise presque se résume à cette personne mais il ne le sait pas. C'est très mystérieux, on ne sait pas ce que lui veut cette femme et en plus c'est une première partie et ça s'est terminé sur une scène vraiment t'es genre
je veux la suite tout de suite. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la deuxième partie, de savoir comment tout ça va se terminer. Comme d'habitude, j'adore les thèmes qui sont abordés et j'adore les dessins, et si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous renverrai à ma vidéo sur mes meilleures lectures de 2021 du coup. Une autre BD qui s'est retrouvée dans la même vidéo, l'anniversaire de Kim Jong-il de Ducoudray et Alag. Ici on suit un petit garçon nord-coréen qui est donc élevé en bon nord-coréen, qui vénère son dirigeant, à qui on a appris à dénoncer ses petits copains si ils font des choses qui vont à l'encontre de ce qu'ils peuvent ou doivent faire. Un petit garçon qui adore son pays, qui adore son dirigeant, son leader, et qui petit à petit va grandir et va se rendre compte que les choses ne sont pas roses du tout et qu'il va être confronté à des horreurs. C'était bouleversant, c'était poignant, j'ai adoré les dessins aussi qui s'inscrivent vraiment bien dans cette histoire, qui commence avec de la couleur, quand ce petit garçon est encore très innocent, et qui switch après sur du noir et blanc quand les choses deviennent beaucoup plus sombre. Bref, c'était une très très bonne lecture. Encore une fois, je vous mettrai le petit lien de la vidéo ici, je crois. Là, je sais jamais. Si vous voulez en apprendre plus, ça m'a beaucoup émue, j'ai pleuré. Et j'ai adoré cette lecture. On passe aux lectures que j'ai faites en janvier, et en janvier je crois que j'ai vlogué quasiment toutes mes lectures, donc ici il s'agit juste de refaire un petit point. J'avais vraiment envie de caser toutes mes lectures dans cette vidéo en fait, pour tout regrouper. Mais encore une fois, j'en ai déjà parlé donc je vais passer assez vite. J'ai lu le 4e et 5e volume de Tokyo Tarareba Girls, mes 3 copines préférées qui sont trentenaires à Tokyo et qui sont célibataires et qui veulent absolument se marier avant qu'il soit trop tard en fait, avant d'être irrémédiablement considérées comme des vieilles filles par la société. C'est très drôle, c'est un peu fataliste, ça me fait aussi sourire parce que c'est des craintes et des préoccupations qui sont tout à fait légitimes mais qui sont vachement exacerbées dans ce manga, et en plus, moi je les trouve encore très jeunes. C'est vrai qu'on a aussi ce truc en France à partir d'un certain âge, faut être en couple, mais je trouve que c'est quand même un petit peu moins flagrant chez nous, et en tout cas j'ai l'impression que notre date de péremption, si je puis me permettre, c'est horrible à dire mais c'est un peu ça, j'ai l'impression que notre date de péremption en France est un petit peu plus éloignée. Mais j'adore ce manga, j'adore les dessins, j'adore Akiko Higashimura, et je passe un bon moment à chaque fois. C'est horrible parce qu'à chaque fois que je montre un livre, la couleur ne fait que changer, ça va me rendre ouf au montage. Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers, une petite novella de SF positive dans laquelle on suit 4 personnes qui partent dans l'espace en exploration pour aller visiter, étudier 4 planètes différentes, 4 planètes qui ont des similitudes avec notre planète Terre, même si elles ont aussi et surtout beaucoup de différences. C'est des personnes qui partent vraiment en explorateurs, en observateurs surtout j'ai envie de dire, et leur but principal c'est vraiment l'observation, et surtout de ne rien déranger, de ne rien perturber, de ne rien altérer. C'est une démarche qu'on voit assez rarement dans la SF. C'est vrai qu'on a l'habitude de l'envahisseur, du colon hyper violent, et malheureusement c'est aussi la réalité, c'est aussi l'histoire de notre humanité. Et c'est hyper rafraîchissant de voir des personnages qui se soucient de leur environnement, qui se soucient de la vie des planètes sur lesquelles ils vont s'installer temporairement. C'est un récit profondément humain, humaniste même, qui m'a vraiment bouleversée aussi. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré ces personnages. Il y a un petit twist, hein. C'est pas juste contemplatif, c'est pas juste de l'observation. C'était magnifique, c'était aussi angoissant par moments, j'ai ressenti tellement d'émotions, j'étais tellement investie dans cette histoire, j'étais tellement à fond derrière les personnages, j'ai
adoré, c'était mon premier petit coup de cœur de 2022 et je vous le recommande à fond. J'ai continué La Roue du Temps, que je n'avais pas lu depuis presque un an, ou un petit peu plus d'un an, je sais plus. Et comme j'ai regardé la première saison sur Amazon Prime, je me suis dit putain, il faut absolument que je continue les livres parce que ça me manque et parce que les livres sont beaucoup mieux quand même. J'ai donc lu le tome 6, donc pour moi c'est 11 et 12 en poche. Le mastodonte. Le truc en tout, je crois, fait... ouais, ils font 800 pages chacun. Donc 1600 pages en poche. J'aime toujours autant cette saga, même si parfois les personnages, j'ai un petit peu envie de les tarter, mais ça je le dis souvent. C'est vraiment bizarre. J'ai dit ça aussi la dernière fois, je crois. C'est un peu comme des enfants, tu vois, tu les aimes. Des fois t'as un petit peu... Ils te saoulent, mais tu les aimes bien quand même et tu les tolères, quoi, même si ils sont très... puéril. J'ai trouvé que c'était un tome qui était hyper statique, ça aussi je l'ai dit dans le vlog où je lisais ce tome. Il s'est passé très peu de choses dans les 2 gros premiers tiers, voire les 3 premiers quarts. Ça me dérange pas trop parce que je l'ai accepté, enfin j'ai compris que je pense que tous les tomes vont être assez lents et assez statiques. C'est vrai que tout se débloque souvent vers la fin. Et là on a des personnages qui ont beaucoup moins voyagé que d'habitude, j'ai l'impression, et moi c'est ce que j'adore en fantasy, j'adore quand les personnages bougent et parcourent le monde. Et j'ai pas trop eu ça dans ce tome 6, mais c'est La Roue du Temps et j'aime toujours autant, voilà, ça m'a fait trop plaisir de retourner dans l'univers et je vais continuer, je vais essayer de ne pas trop attendre entre chaque tome. Après c'est vrai que j'ai quand même besoin de faire une pause parce que je sais pas, je pense que je mets un mois et demi à lire un tome, donc ça fait long à rester dans cet univers et quand j'ai terminé j'ai pas envie de lire un autre tout de suite quoi. La jeune femme et la mère de Catherine Meurice, c'est une très jolie BD poétique, contemplative, c'est une petite tranche de vie qui suit une jeune artiste française qui part au Japon pour observer la nature et dans l'espoir de dessiner la nature. Sur place elle rencontre un petit monsieur japonais qui lui écrit des haïkus et qui cherche à peindre une femme mais qui a beaucoup de mal parce qu'à chaque fois qu'il... c'est comme si il avait une idée en tête et à chaque fois qu'il essaie de la mettre sur une toile, cette idée s'évanouit. Et voilà, ils sont tous les deux un peu en quête d'inspiration, j'imagine. J'ai beaucoup aimé cette tranche de vie que j'ai trouvée hyper apaisante, hyper douce. Les dessins de paysages sont absolument magnifiques. J'avais dit d'ailleurs dans mon vlog que c'était marrant ce contraste entre les paysages qui sont très détaillés, très colorés, qui ressemblent à des estampes japonaises, et les visages des personnages qui ressemblent à du dessin journalistique. Et l'un d'entre vous m'a dit qu'en effet Catherine Meurice travaillait chez Charlie Hebdo à l'époque. Et on voit vachement ce petit trait journalistique. J'ai beaucoup aimé voilà, ce contraste et cette histoire qui est d'ailleurs inspirée d'un roman japonais qui s'appelle... Oreiller d'herbe de Natsume Soseki. Voilà, c'était un très bon moment de lecture et moi tout ce qui se passe au Japon, tout ce qui est paysage japonais, j'adore. Ring Shout de Paige Lee Clark, c'était mon premier roman de l'auteur, enfin roman, c'est plus une novella, enfin c'est un très court roman qui fait 175 pages et qui était vraiment hyper intéressant. Paige Lee Clark nous ramène en 1922 dans le sud des États-Unis. Ici on va suivre surtout des femmes noires qui vivent donc à cette époque où le film Naissance d'une nation a fait un immense carton aux États-Unis et a vraiment relancé le racisme anti-noir et les Ku Klux Klan et tous ces mouvements extrémistes, racistes et abominables. Et ensuite donc ces femmes qui combattent les Ku Klux Klan littéralement, puisque certains membres, si ce n'est tous les membres je crois du Ku Klux Klan, se sont carrément métamorphosés
en créatures venues tout droit des enfers ou d'on ne sait où, qui sont vraiment là dans le but de les exterminer. Et elle, c'est des genres de guerrières modernes, enfin modernes, 1922, qui œuvrent donc pour se protéger, pour protéger les leurs et pour éradiquer ce mal qui semble gangrener ces groupes extrémistes. C'est vraiment la manifestation physique de la haine qui ronge les membres du Ku Klux Klan. Et on suit donc notamment Maryse qui a une épée un peu magique qu'elle peut invoquer pour zigouiller tout le monde. C'était très intéressant, c'est hyper violent parce que le contexte historique il est bien réel, il a bien existé et il est déjà d'une violence inouïe, et en plus on a cette dimension fantastique et horrifique qui rajoute encore de la violence, du gore, de l'horreur en fait. J'ai beaucoup aimé cette lecture qui je trouve a complètement explosé sur la fin, et la fin est vraiment magistrale à mon sens. C'était une très bonne introduction à l'œuvre de P.J. Lee Clark, dont on entend parler partout en ce moment parce que son roman Maître des djinns vient de sortir. J'ai vraiment hâte de lire ce qu'il a fait d'autre, donc Les mystères du tramway hanté, Les tambours du dieu noir, et puis après son gros roman là, qui vient de sortir. Vous savez déjà, si vous avez vu mes vlogs, je sais plus, que ma meilleure lecture de janvier n'est autre que Piranèse de Susanna Clarke. Vraiment, janvier ça a été un mois mais 4 étoiles, 5 étoiles sur 5. Piranèse de Susanna Clarke, c'était juste incroyable. C'est un roman étrange, mystérieux, envoûtant, onirique, extrêmement novateur je trouve. J'ai jamais rien lu de tel. On suit Piranèse qui est un homme dont le monde entier se résume à un immense palais. Imaginez-vous un palais un peu à la grecque avec d'immenses colonnes, d'immenses statues, un sol en marbre, plusieurs étages. Les étages inférieurs sont sous l'eau puisque on a un océan qui subit les marées comme tout océan. On a des étages supérieurs qui sont perdus dans les nuages, et on a Piranèse qui vit dans ce monde, seul ou presque, puisqu'il n'a qu'un ami, il n'y a qu'un seul autre habitant dans ce monde. Cette autre personne, c'est l'autre. Voilà, c'est un homme que Piranèse voit une fois par semaine et dont il ne sait pas tant de choses que ça, mais voilà, il vit sa petite vie, il pêche, il écrit dans ses carnets et puis voilà. Je trouve que c'est hyper difficile à imaginer parce que ça ne ressemble à rien qu'on connaît. Moi je trouvais ça super bizarre, genre un monde qui se résume à un palais tellement immense que tu ne peux pas l'explorer dans son intégralité, genre trop bizarre. Et puis bon, il va se passer quelque chose qui va faire basculer le récit. J'ai trouvé ça prodigieux, genre c'était vraiment tellement mystérieux, j'étais à fond dans le truc, je l'ai lu genre en moins de 24 heures je crois. On a un personnage qui est profondément gentil, bienveillant, presque innocent, presque comme un enfant. Et les choses vont se corser un petit peu pour lui et il va être confronté à des choses un petit peu plus brutales et violentes. Et voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je pense qu'il faut pas trop en savoir avant de rentrer dans ce livre, parce que vous ne l'apprécierez que plus, je pense, comme ça. Ensuite, j'ai avancé dans Le Tigre des Neiges, c'est toujours de Akiko Higashimura, que j'adore toujours autant. C'est une série historique dans laquelle on suit cette jeune femme qui, pour l'histoire, aurait été plutôt un homme, mais Akiko Higashimura, elle a mené ses petites recherches et elle pense que ce général de guerre était plutôt une femme qui se déguisait en homme. Et donc on a toute cette dimension historique, bataille, les différents clans qui s'affrontent. C'est trop bien. Je vais pas m'attarder parce que j'ai l'impression que je parle tout le temps de cette série de manga, mais vraiment si vous avez envie d'un manga historique sur le Japon mais en même temps qui change un petit peu, c'est
trop bien, une petite pépite. J'ai lu le premier tome du livre de Colis, c'est la trilogie Rempart, la nouvelle trilogie de M.R. Carré, dont je crois que le deuxième tome est sorti hier à peine ou un truc du genre. Et je ne vais pas vous mentir, ce livre m'a procuré beaucoup de frustration au début, puisque Colis nous raconte son histoire. On est dans un monde presque post-apo, un peu anticipation, dans lequel, un peu à la manière de l'attaque des titans, moi ça m'a un petit peu rappelé ce modèle-là, l'humanité s'est retranchée derrière des murs, des murailles même on peut dire, parce que l'extérieur est devenu hyper dangereux. Donc on n'a pas de titans, mais on a notamment des arbres qui peuvent vous tuer, on a des animaux hyper dangereux qui ne feront qu'une bouchée de vous si vous sortez. Et on a cette société qui s'est réorganisée, voilà, en petits villages qui se serrent les coudes, et avec des remparts qui sont des personnes qui sont tenues en fait de protéger leur population avec des armes technologiques qui ne répondent qu'à certaines personnes privilégiées qui vont devenir donc des remparts. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et en gros, chaque jeune à l'âge de, je sais pas, 15 ans il me semble, passe l'épreuve pour savoir si ces armes technologiques leur répondent ou pas. Si c'est le cas, vous devenez rempart. Si ce n'est pas le cas, bah, vous restez un citoyen comme tout le monde. Et Colis nous raconte son histoire qui commence quand il est assez jeune. Et ce qui m'a frustrée, c'est qu'on a un ressort scénaristique qui fait que... Enfin, on a du foreshadowing dans le sens où Colis nous dit ce jour-là j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie et ça a bouleversé mon existence à jamais, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Et en fait, tu sais qu'il va y avoir un basculement, tu sais que les choses vont changer, tu sais qu'il va peut-être découvrir un secret, que sa vie va changer, mais il faut attendre avant que ça se produise. Et je suis pourtant patiente, mais c'est vrai que là, j'étais en mode, vas-y, tu me donnes la carotte, mais en fait, tu me la donnes pas. Et du coup, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu frustrée, et j'attendais vraiment, j'attendais. En plus, Colis, c'est un jeune qui est vraiment très bien écrit, je trouve, parce que il a des côtés un petit peu agaçants, dans le sens où, ouais, des fois, il fait des conneries. Mais c'est très réaliste en fait, et parfois il prend des décisions que tu comprends pas forcément, et c'est vrai qu'il y a tout un enchaînement de choses qui vont faire que, en effet, il a plein de choses à nous raconter, des choses assez intéressantes, mais il faut un petit peu s'accrocher. Je dirais que moi j'ai commencé à vraiment avoir ce que je voulais à partir du dernier tiers, et à ce moment-là j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est là que le récit a pris son envol pour moi. Et ça se termine en plus sur un truc où je me suis dit ouais, je veux vraiment savoir ce qui va se passer. Donc c'était une bonne lecture, j'ai dû m'accrocher un petit peu au début et j'ai vraiment pas regretté, puisque je pense que la suite sera plutôt cool. En tout cas moi j'ai vraiment hâte de savoir où ça va aller. J'ai relu les 2 premiers volumes de Black Magic de Greg Rucka et Nicolas Scott pour pouvoir lire le 3e. J'aime tellement ces comics que je lis en VO chez Image Comics. C'est un genre de thriller, un genre de polar dans lequel se mêle un peu de magie et de forces occultes. C'est trop bien, j'adore les dessins, j'adore les personnages, j'adore l'histoire. On suit cette femme qui est détective de police et qui enquête sur une affaire étrange, mystérieuse, dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. En parallèle de ça, il y a des forces sombres, obscures, qui lui veulent du mal, qui se réveillent. Le tout est peut-être lié, mais on ne sait pas comment, pourquoi, par qui. J'adore. Et vraiment, depuis que j'ai terminé le 3e volume, j'y pense tous les jours. Je sais pas combien de temps il va falloir attendre avant la suite, mais je pense que c'est devenu mes comics préférés. J'ai lu un des 2 derniers Murakami que je vous présentais dans la vidéo précédente, Abandonner un chat, Souvenir de mon père, qui est paru chez Belfond là, dans cette magnifique édition que j'adore. C'est un tout petit livre illustré dans lequel Murakami nous raconte l'histoire de son père et par extension du coup l'histoire du Japon, puisque son père est né à une époque vraiment charnière. Il a été dans
il a été dans l'armée, il a vécu beaucoup de choses. C'était un récit très personnel que j'ai bien aimé. Enfin, j'aime pas genre porter un jugement sur les mémoires, les autobiographies. En tout cas, je trouvais que c'était c'est un hommage à son père en fait, avec qui il a eu une relation assez compliquée. C'était très intéressant, je trouve, très personnel bien sûr, mais moi j'aime bien Murakami, donc ça m'a intéressée. Et puis c'est un très beau livre qui est superbement illustré. C'était vraiment sympa à lire. Et on termine avec Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, que Cornelius m'avait offert à Noël, il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, j'ai pas trop tardé à le lire parce qu'il me faisait très envie. Il était grand temps que je lise son livre préféré, que tout le monde semble avoir adoré. Et je ne suis pas en reste. Ce n'est pas un immense coup de cœur, mais c'était une très très bonne lecture. Et pour moi, le génie de ce livre a résidé dans le fait que j'étais tenue en haleine pendant plus de 500 pages, alors que je ne comprenais rien de ce qu'il se passait. Mais en même temps, les personnages ne comprennent pas ce qui leur arrive non plus. On suit Sacha, qui est une jeune fille quand l'histoire commence. Elle a 15-16 ans, elle est en vacances à la mer avec sa mère. Et un homme mystérieux qu'elle voyait depuis plusieurs jours, qui avait l'air de la suivre, de l'espionner, trop bizarre, l'aborde en lui disant tous les matins à 4 h, tu iras te baigner nu, et si tu ne le fais pas, des choses terribles se produiront. Et tenaillée par la peur, Sacha va le faire, et à chaque fois qu'elle le fait, elle vomit des pièces d'or. Complètement chelou, complètement barré. Et il se trouve que ces pièces d'or vont ensuite être un genre de monnaie d'échange pour rentrer dans un institut spécialisé. On ne sait pas ce qu'ils enseignent là-bas, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Et de toute façon, elle n'a pas d'autre choix que d'y aller. Et je ne vous en dis pas plus. Mais c'était... Oula, la pile va s'effondrer. C'est un récit qui est extrêmement bizarre et qui est extrêmement barré. Il y avait des moments où j'avais l'impression d'avoir pris de la drogue. Tellement c'est complètement genre psychédélique, conceptuel, très très bizarre. Je n'ai jamais rien lu de tel, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui ressemble à Vita Nostra. Et pour autant, j'ai vraiment passé un très bon moment parce que j'ai adoré l'ambiance. Mais l'ambiance de ce livre, c'est un truc de fou. D'ailleurs, si vous faites partie de ces personnes qui adorent les vibes un peu Dark Academia et tout, Vita Nostra, c'est Dark Academia, mais à 1000%. On a Sacha, qui est notre personnage principal, qui est tellement attachante et qui va beaucoup changer, beaucoup évoluer au fil de l'histoire. On a cet institut extrêmement bizarre qui met énormément de pression sur ses élèves qui sont challengés de toutes les manières qui soient, qui sont brisés, qui sont à moitié violentés. Enfin, c'est très bizarre ce qui se passe là-bas, mais c'était vraiment très cool. Cette fin au début m'a laissé un peu sur ma faim parce que quand je l'ai terminée, je me suis dit waouh. Je sens qu'il y a un truc que je devrais comprendre, mais j'ai l'impression genre que je suis pas assez intelligente pour, limite. Et puis finalement, quand on y réfléchit et quand on laisse tout ça un petit peu stagner, voilà, il y a des clés qui se dessinent, il y a des réponses peut-être à certains mystères. Et en plus, j'ai appris très récemment qu'une suite directe allait sortir. Donc trop contente. Vraiment, je saurais pas trop comment parler de ce livre sans trop en dire. Et enfin, j'ai l'impression que comme pour Piranèse, j'en parle hyper mal alors que c'est une expérience de lecture vraiment unique et vraiment étrange. Mais voilà, c'est un voyage à faire soi-même. Et comme pour Piranèse d'ailleurs, je pense qu'il faut pas trop en savoir avant de rentrer dans l'histoire. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais à fond dans l'histoire et j'ai trop hâte, trop hâte de voir ce que Marina et Sergei Diatchenko ont fait pour la suite parce que c'est très intriguant. Voilà, sur ces paroles qui n'avaient pas beaucoup de sens, j'ai l'impression, et qui n'ont pas vraiment fait honneur
à cette lecture envoûtante qu'est Vita Nostra, je vais vous laisser puisque c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous faites de belles lectures, vous aussi. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye!